Bonjour Philippe. Bonjour Pedro, bonjour Georges. Bonjour Philippe, content de te voir, d'autant que par notre faute, ma faute, on a beaucoup de mal à se joindre en ce moment entre les différents, est-ce qu'on est un petit peu entre deux avions et nos emplois du temps, visiblement, on ne travaille pas au même moment. Ah, Très difficile. Avant que vous commenciez, Philippe, je vois que tu as une cible. C'est les gens du gouvernement que tu cibles là avec tes petits pics là derrière toi? Mais non, c'est pas des fléchettes, Pedro, c'est le cycle de son troupeau. Et je C'est le sais, je sais. cycle du troupeau. Le troupeau laitier, on passe des échographies sur le troupeau tous les 2 mois à peu près. Et on met les dates de naissance, les futures naissances qui vont arriver. Ça permet d'organiser pour prévoir les vélages du troupeau. Tout le troupeau, il se suit là. Bah, on l'a en informatique aussi sur papier, mais là, à l'œil, tout de suite, on voit à la semaine, au jour le jour. Donc tu veux dire que les couleurs, plus on est proche de la cible, plus ils sont jeunes ou plus ils sont vieux? Non, 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 c'est plus compliqué. C'est un peu plus complexe que ça, mais nous, on est habitués. C'est très pratique, ça. Bon, je vous laisse, je te laisse Georges parler et merci Philippe d'être là encore une fois. Eh bien, Philippe, merci de revenir sur la matinale de Fréquence Populaire. Et tu es toujours le bienvenu, d'autant que la crise agricole, qui a eu un pic en début d'année dernière, ne s'est pas du tout résorbée. Si on voit bien, il y a plein de villages de bourgades en France où, à nouveau, on se remet à retourner les panneaux euh, d'indication d'entrée dans le village. Vous savez, c'est le nom du village en noir écrit sur fond blanc avec le liseré rouge, qui sont retournés par les locaux en signe de protestation, en disant on marche sur la tête, sûrement, puisque c'est largement le cas. L'année dernière, soulèvement du monde agricole, euh, contestation, le gouvernement s'est un peu mélangé les pinceaux, on l'a vu au salon de l'agriculture, et puis, euh, et puis on a parlé d'autres choses, on a parlé d'Ukraine, peut-être pour contrer cette crise importante nationale. Emmanuel Macron avait signé un accord de coopération militaire avec l'Ukraine. On est reparti sur complètement d'autres sujets, puisqu'il avait été très, 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 très mal reçu au salon de l'agriculture. Euh, Toi, Philippe, tu parles beaucoup du fait que la crise agricole, là, c'est un épiphénomène, mais qu'elle est longue et qu'elle est sur plusieurs décennies et que le monde agricole n'en finit pas de souffrir et quelque part de mourir. Et en ce moment, on a Madame von der Leyen qui veut accélérer le processus Mercosur, donc ce nouvel accord de libre-échange euh, avec l'Amérique latine. Et on a vu une tribune dans Le Monde signée par Gabriel Attal, qui était il n'y a pas longtemps Premier ministre, avec tout un tas de députés et de sénateurs venant des Républicains, du Parti socialiste, d'Horizon, les macronistes, bref, tous des gens qui, pendant des décennies, ont sabordé l'agriculture française, tout à coup demandent, poliment, hein, à Madame Merkel, s'il vous plaît, quand même, ça a l'air un peu pas bien pour nous, nos agriculteurs. Voudriez-vous bien mettre la pédale douce sur l'accélérateur Mercosur? Alors elle, comme elle est allemande, hein, le Mercosur, c'est important parce que vite, 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 il faut aller vendre de la machine-outil et de la voiture allemande pour une industrie allemande qui n'est pas en très très bon état. On vient d'en parler. Alors dis-nous comment toi tu vois la situation actuelle et en particulier sur cette question du Mercosur. Donc alors, déjà, c'est complexe l'agricole. Il faut savoir que ça, c'est des mots d'ordre qui sont donnés par la FNSEA. On marche sur la tête. L'idée de retourner des panneaux, c'est de capter l'opinion publique et continuer de formater les paysans
pour qu'ils descendent dans la rue. Donc on va faire ce qu'on fait depuis 40-50 ans. Les premières auxquelles on a participé dans ma famille, c'est mon père en 1953. Donc c'était déjà ça, des rassemblements dans les rues. Alors nous, on est très bien habitués. Moi, j'ai participé à ça, je le reconnais, hein, parce que bon, il faut beaucoup de temps pour analyser et pour comprendre. C'est pas si simple que ça. Et donc l'idée de retourner des panneaux, c'est de capter l'opinion publique en disant on marche sur la tête, voilà. Mais pour être tout à fait clair, pour bien comprendre les enjeux, aujourd'hui le Mercosur n'est pas signé. Aujourd'hui, il n'est pas signé. Ils vont le signer. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Ça, on va être balayé. Bon. Mais aujourd'hui, sans le Mercosur, on a eu le Commonwealth, on a eu plein de traités de libre-échange avant, d'ailleurs avant Maastricht, après Maastricht. Aujourd'hui, la ferme France, elle est à genoux. Dont récemment la Nouvelle-Zélande. Oui, aujourd'hui, les agriculteurs, la France, on est à genoux, les agriculteurs. Enfin, nous, hein, les Allemands, mes collègues, on se contacte entre nous. C'est un petit peu mieux en production laitière en Italie parce qu'ils ont un rapport de force avec des organisations de producteurs, donc ils sont un peu mieux payés que nous en moyenne. Ils ne sont pas au coût de production, mais un peu mieux. Il y a quelques pays où il y a des petits écarts, mais globalement, c'est l'Europe qui est perdante. Mais avant ce Mercosur, puisqu'on va parler du Mercosur, puisqu'ils font, c'est des éléments de langage qu'ils utilisent. Donc là, pour remobiliser, pour qu'on reparte pour un tour, parce qu'on repart pour un tour, hein, voilà, et ça va être le même discours au salon. Il y a des mots d'ordre. Les mots d'ordre qui sont donnés, c'est des slogans pour tromper l'opinion publique. Donc aujourd'hui, c'est les normes et le Mercosur. Donc les normes, bon, bien sûr que tout le monde veut les mêmes normes, ça coule de source. C'est comme si on disait, on met un code de la route différent dans les Hauts-de-France du reste de la France, tout le monde dirait, ben non, on veut le même code de la route. On veut tous avoir le droit de rouler à 130 sur autoroute. Donc là, on est dans la débilité. On est en train de nous emmener sur des fausses pistes. On peut enlever toutes les normes demain. C'est pas ça qui fera vivre les agriculteurs. Le débat, il n'est pas là. Je vais vous dire où il est. Et le Mercosur, aujourd'hui, le Mercosur n'est pas signé. Aujourd'hui, un producteur de lait, un producteur de canard, un producteur de viande bovine, même si les animaux qu'il va vendre, ils sont vendus à côté de chez lui, ils passent par un abattoir, ils sont vendus chez Super U, chez Leclerc ou Casino, qui vous voulez, ou Lidl, on ne gagne pas d'argent. On n'a pas de marge. Même avec les produits qui sont produits chez nous, transformés chez nous, vendus dans la grande ou moyenne surface, on n'a pas de marge. On a des marges que lorsqu'on a la main sur l'ensemble de la filière. C'est-à-dire, c'est triste à dire, c'est quand le consommateur peut venir nous serrer la main. Si on peut serrer la main, on a des chances, parce que là, on a notre carnet de factures, on travaille en direct. Mais si on ne peut pas serrer la main avec le consommateur qui va nous acheter nos produits, ça veut dire qu'on passe par des outils de transformation agroalimentaire. Ça veut dire qu'on part dans la procédure des intermédiaires. Et l'agroalimentaire, les intermédiaires, jusqu'à la grande surface, toute notre valeur ajoutée, elle est bouffée là. Mercosur ou pas Mercosur? Alors bien sûr, le Mercosur, bon, les 200 millions de consommateurs sud-américains vont venir baisser notre rentabilité. Ça, on est bien d'accord. C'est encore un accord de libre-échange par-dessus les autres qui va de toute façon continuer de nous appauvrir. Mais sans le Mercosur, on est déjà par terre. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que sur un caddie de 100 euros, il revient 6,50 euros à l'agriculteur. Mais il revient 6,50 euros à l'agriculteur, y compris, Georges, si tu vas consommer où tu habites, une vache qui vient de France, qui a été abattue à 40 ou 50 km de chez toi, tu vas dans ton magasin acheter cette viande-là, il ne reviendra pas de marge à l'agriculteur. Pas plus que le Mercosur. Le problème, on est dans une économie mondialisée, la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux, et c'est le mode de commerce qui nous détruit. Et les politiques, tu as bien fait d'en parler, Patrick Kanner, sénateur PS, qu'est-ce qu'a fait le Parti socialiste? Ils ont toujours été pour les accords de libre-échange. La droite, toute la droite, Michel Barnier, avec qui j'étais en réunion quand il était ministre de l'Agriculture, toute la droite, ils ont toujours été pour le libre-échange. J'ai fait un débat avec Éric Zemmour, Sarah Knafo, qui sur les réseaux dit
faut penser à nos agriculteurs. Éric Zemmour est pour le libre-échange. J'ai débattu avec lui, tu étais présent, Georges. Il n'est pas pour la charte de la Havane. Il dit que globalement, oui, il reconnaît qu'il y a des gagnants et des perdants, mais globalement, il dit que l'Allemagne a plutôt tiré son épingle du jeu et il faut continuer le libre-échange. Eh ben non, le libre-échange tel qu'il est là, ça fonctionne pas. Et où ils sont en train de se planter, c'est qu'on a perdu notre industrie, on est en train de perdre notre agriculture, et l'agriculture, c'est majeur. Parce que l'agriculture, c'est l'alimentation, c'est donc la santé des gens, c'est l'entretien des territoires. Donc, s'ils n'ont pas compris que l'agriculture, ça draine tous les emplois non délocalisables sur les territoires, eh ben, ils n'ont pas compris grand-chose. Et je ne sais pas jusqu'où qu'on va aller dans la connerie. Ah ben c'est sûr que là, on est dans un blocage. C'est une incompréhension de ce qui se passe et très concrètement, pour vous, tu le décris ici et ailleurs, les choses ne s'arrangent pas. Donc, la compréhension conduit à toujours avoir ce monde agricole qui souffre, qui ne gagne pas, pour la plupart d'entre vous, ne gagne pas dignement sa vie alors que les gens travaillent, ce qui est quand même sidérant. Et on continue en accélérant sur le champignon dans la même direction. Voilà. Donc, on était en 80 à un endettement moyen de 50 000 euros par exploitation. On est à 250 000 euros d'endettement moyen par exploitation. Les fermes ont grossi, les gens sont... Oui, mais vous avez des gros tracteurs avec la climatisation et de la musique maintenant. Voilà. Et les tracteurs, ils sont au Crédit Agricole, au Crédit Mutuel, à la Banque Populaire, parce que c'est ces trois banques-là. Il y a très peu de BNP en agricole. Puis on n'en fabrique plus en France. Voilà, ils sont aux banques, voire en leasing. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant en leasing. Donc on paye mensuellement. Et puis le tracteur, il est renouvelé suivant les heures qu'il fait, tous les 2 ans ou tous les 5 ans. Et il y a des sociétés, par exemple le groupe HCO Finance, qui est financé par la Rabobank, qui est une banque hollandaise. Ça finance énormément de matériel en agriculture. Donc en fait, le matériel, il n'est pas à nous. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent quand ils voient les gens manifester avec des gros tracteurs. Les gars, les tracteurs ne sont pas à eux. Ils sont sous emprunt. Ils sont pas à eux. C'est du paraître. C'est comme quelqu'un qui a une belle voiture, qui est représentant et qui paye mensuellement, ou l'entreprise lui amortit la voiture, lui paye la voiture. Mais les gars ne sont pas propriétaires de leur tracteur. C'est du paraître, ça. Il y a Jean-Pierre Leroux qui nous écrit « Les paysans ont les pieds dans la gadoue, mais les coopératives se gavent. En fait, les paysans sont les employés des gens qu'ils ont élus, et évidemment de l'agroalimentaire. » De toute façon, c'est l'agroalimentaire qui capte la valeur. Le gros de la valeur, il est capté à entre 40 et 55% par l'agroalimentaire. La grande distribution est souvent de 18 à 22. Hein, et puis après, il y a la logistique et puis pas mal d'intermédiaires. Question de... Vas-y, pardon. Si on veut qu'il y ait des installations, projets, souveraineté française, européenne, il faudrait qu'on se mette d'accord avec 2 ou 3 pays qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Il faut une clé de répartition, puisque l'agriculteur répond à la santé, répond au bien-être des animaux, entretient les territoires. Hein. Il faut que sur 100%, comme on a 2 suicides par jour et qu'on a pillé les paysans depuis plusieurs décennies, il faut qu'il y ait 40% de la valeur ajoutée qui revienne aux paysans. On va compter 10-12%, autour de 12% qui va partir dans la logistique. Et le reste, ça fait à peu près 22 et 22 à quelque chose près, suivant ce qu'on en prend. Il faut que ça soit la marge de la grande distribution et de la transformation. Autour de 22 de marge pour eux, 40% pour nous. Et nous, on va recréer entre 5 et 600 000 emplois, parce qu'il manque en moyenne 1,5 équivalent temps plein par exploitation. Les gars sont débordés le boulot, ils font 80-100 heures semaine et c'est les parents qui travaillent gratuitement. Et pour faire ça, il faut revenir pour la souveraineté sur les PAT, les projets alimentaires territoriaux, qui doivent être mis en place par les élus, par les maires, ce qu'on appelle les plans communaux de sauvegarde. Et là, les élus,
ça rentre pas dans le schéma d'Ursula von der Leyen et la Commission européenne, parce que dans le cas de la loi du 13 août 2004, la loi 2004-811, qui a été promulguée par le ministère de l'Intérieur, dans le cadre de la protection des populations, il a envoyé une note, ça n'a jamais été appliqué, il n'y a presque pas d'élus qui l'appliquent, que l'alimentation fait partie de façon indirecte à la sécurité des populations, la protection civile, la sécurité des populations, parce que par définition, s'il y a une attaque majeure nucléaire, une cyberattaque, une attaque sur les réseaux où tout est paralysé, les populations, les pompiers, le SAMU, personne ne peut vivre sans manger. Donc, normalement, les élus, ils doivent s'assurer localement, j'ai bien dit localement, ça veut dire que pour les grandes métropoles comme Paris, c'est plus compliqué, on est d'accord, localement, de pouvoir tenir plusieurs jours, voire 10 jours, en alimentation sur les territoires, le temps que le réseau soit rétabli ou le temps que le conflit avec un pays soit rétabli. Donc ça coûte moins cher de travailler local, bio et conventionnel avec des nourricières, avec les producteurs locaux qui vont reprendre leurs factures, qui vont arrêter de se faire piller par l'agroalimentaire. Ça coûte moins cher que de se retrouver, si une population n'a plus de nourriture, ça fera des conflits comme il y a eu avec le petit Naël. Là, les populations, on part en guerre civile. Ah, le risque est considérable. Donc, on peut faire beaucoup de choses, on peut supporter beaucoup de choses, mais pas manger au-delà de 3 jours. Donc, l'alimentation, c'est majeur. Donc, on doit revenir sur maximum de souveraineté locale. Le commerce après à l'international, il y en aura toujours. Bon, faut exporter que les produits valorisants. Attention, Champagne, les grands vins, ça existait bien avant Maastricht. Il n'y a pas besoin de Maastricht pour exporter du champagne et des grands vins. Par contre, lorsque on voit nos responsables professionnels aller vendre des cochons en Chine ou prendre des marchés, là, non. Parce que là, c'est l'agriculteur qui paye. Ça rapporte à Bigard, ça rapporte à l'agroalimentaire, mais ça ne fait pas vivre les paysans. Donc le commerce à l'international, il faut le faire sur la base de la charte de la Havane, de la coopération entre les États et non le libre-échange. Et je vois quelqu'un qui a mis les normes, c'est un problème. Alors les normes, qu'on ait les mêmes normes, oui, mais ce n'est pas les normes qui vont résoudre le problème. Parce qu'il manque, par exemple, si on prend la production laitière et on peut le mettre sur la viande bovine, sur les grandes entreprises, si on fait une moyenne, le lait aujourd'hui, il est payé 43 centimes. Bon. En étant très gentil, il faudrait qu'il soit à 65 centimes. Bon. Alors 65, ça fait un écart quand même de 22 centimes du litre. 22 centimes du litre. Les normes, c'est pas 22 centimes du litre. Moi, je connais des gens qui sont en mouton, c'est pas les normes, ils en ont pas. Ceux qui sont en extensif, les normes, il n'y en a pas. Donc, c'est pas les normes dans des exploitations, ça peut représenter 1000 ou 2000 euros par an, ou 5000 euros par an, peut-être, mais ça ne va pas représenter 40 ou 80 000 euros par an, comme la répartition de la valeur ajoutée. Les normes, c'est un débat, mais attention, les normes, c'est un débat pour faire diversion. C'est pour faire diversion et ne pas revenir au point central. Il revient que 6,50 € sur un panier de 100 €, sur un caddie de 100 € dans les grandes surfaces. Et l'enjeu, il est là. C'est la répartition de la valeur ajoutée. Norme ou pas norme. On est d'accord qu'il faut qu'on ait les mêmes normes. Mais ça, c'est ridicule même de parler de ça. Tout le monde est d'accord. Mais sur les normes, soyons précis. L'Allemagne, ils ont autant de normes que nous. Des agriculteurs avec qui je suis en contact au Danemark et en Hollande, c'est pire que nous. En Suède aussi. Alors évidemment, le reste du monde, non. L'Espagne, moins que nous. L'Italie, moins que nous. Le Portugal, moins que nous. Mais ce n'est pas les normes qui va sauver l'agriculture. Il est évident qu'il ne faut pas faire d'idéologie comme peuvent le faire certains écologistes, où c'est trop extrême et on ne peut pas laver plus blanc que blanc si les autres ne respectent pas les normes. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais normes ou pas normes, aujourd'hui, sans le Mercosur, à partir du moment que toute la marge est piquée par Bigard, par LDC ou par Lactalis, on peut parler des normes. De toute façon, si on enlève les normes, mais qu'on n'a pas de marge, Georges, si tu ne fais pas de marge,
en produisant du blé ou du lait, si tu n'as pas de marge, tu peux enlever les normes, tu vas être content. Tu vas dire, Madame la ministre m'a enlevé des contraintes administratives, apparemment elle veut le faire, le contrôle unique, ce qui est bien. Bon, on peut avoir un contrôle unique, on peut enlever les normes. Si Ouais, te non, mais manque, c'est des- si te manque 20 000 euros dans ton exploitation par an, tu vas passer à la télé, tu vas dire, je suis content, le gouvernement m'a enlevé les normes. Et là, tu vas dire au gars, ben, tu te portes bien, bah, c'est moyen, la banque m'a appelé, il me manque 20 000 euros. Non mais c'est là qu'il faut que les gens comprennent de quoi on c'est parle. j'allais dire, c'est les deux. Il y a la question des normes, mais c'est vrai que si, pour que tout le monde comprenne, c'est comme, je sais pas, si vous êtes, par exemple, enseignant et que Oui, votre salaire ben, vous permet pas de payer le loyer, l'école de vos propres enfants et les courses, on peut vous ouais, améliorer vos normes, ça ne changera rien au fait que le frigo est ouais. vide et que le loyer n'est pas payé. Hein, donc, bon. Aujourd'hui, les exploitations elles se sont Mais c'est vrai qu'il ne modernisées. faut pas aller dans un sens un peu stupide de Bien pas sûr que considérer non. cette question des normes, mais comme tu dis, bah, tant mieux si les Tant choses peuvent mieux. être simplifiées, tout le monde est content, et rationalisées, on ne va pas cracher dans la soupe non plus. Mais c'est vrai que ça met pas du beurre dans, ça met pas ni du beurre dans les épinards, ni d'épinards même dans l'assiette, puis ça fait l'assiette toute double. Le point central, c'est la marge, c'est le Et d'ailleurs, revenu qui nous revient. Alors après, bien sûr, qu'il faut travailler sur les normes, mais le point central, c'est est-ce qu'il nous reste de l'argent à la fin de l'année, oui ou non. S'il ne reste pas d'argent, on peut enlever les normes. s'il ne reste pas d'argent, les gens se suicident. Oui, C'est-à-dire les agriculteurs, comme tu as rappelé, 2 par jour qui réussissent à se suicider, 2 par jour, c'est plus de 700 par an. Bah, ça veut dire que les gens lâchent leurs exploitations, il y a de l'arrachage, ça veut dire que c'est 50 ans d'âge moyen, comme tu as dit, pour les agriculteurs français, ça veut dire qu'on a une agriculture qui est tuée. Voilà. Donc, bon, il faut bien que ça change. Tu parlais tout à l'heure de retour à la souveraineté. Alors juste, je fais un commentaire parce qu'il y a Jean-Pierre Leroux qui a écrit Je ne sais pas si Zemmour a déjà vu une vache, mais moi, je vois des moutons tous les jours. C'est très drôle. Il y avait une alors, question. ce qui est important, je voudrais rajouter, Georges, c'est que moi j'ai remarqué, on est bien dans un déséquilibre à cause du modèle néolibéral. Parce que si on fait un peu de recherche et qu'on regarde, je pense qu'il faut trouver un équilibre dans la société entre les secteurs d'activité. Et une nation qui a moins de 5% d'agriculteurs, car on arrive dans nos sociétés type l'Angleterre, tout ça, les États-Unis, on va représenter 1% de la population, les agriculteurs. Et quand on descend, et c'est pareil pour l'industrie, des pays, des nations qui ont peu d'industrie et peu d'agriculture, hein, ils créent beaucoup d'emplois tertiaires. Et ces emplois tertiaires, comme on n'a plus d'industrie et plus d'agriculture, on se crée nous-mêmes des normes et du travail parasitaire pour occuper les gens qui sont dans les bureaux. Quand il n'y a plus d'industrie et plus d'agriculture, on a une concentration de gens dans les bureaux, dans le tertiaire, et c'est eux-mêmes, c'est l'image de la Commission européenne d'ailleurs, hein, de la grosse boutique qui est la Maison Europe. On se crée nous-mêmes des propres fichiers et des propres contrôles. Voilà. Voilà, j'ai mis en exergue ce que Bison Plume a écrit. C'est encore le choix d'un protectionnisme assumé qui manque. Tu parlais de retour à la souveraineté agricole. On l'avait il y a pas si longtemps que ça. Et c'est le socle de la puissance. C'est le socle de la liberté pour une nation comme la France, dans un contexte de crise internationale majeure dans lequel on rentre, de changement du monde, on l'a vu dans les BRICS, là on va aller demain au G20 pour voir ce qui s'y passe, et quelle va être la réponse des pays occidentaux dans le cadre du G20 à ce qu'on demande, à ce qu'ont proposé les BRICS. Mais il est clair, et puis on voit l'offensive de Donald Trump, de toute façon les États-Unis font du protectionnisme, il en fera encore plus, nous on est inaptes, à part le protectionnisme intelligent évidemment, pour défendre nos agriculteurs, et donc ce dont on parle depuis tout à l'heure, le salaire, pour avoir un revenu digne pour les efforts consentis par les agriculteurs. À part ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette souveraineté agricole? Et j'imagine qu'il faut remplumer la profession d'agriculteur, en particulier avec des jeunes. Comment faire un retour? C'est la question du retour à la terre. Comment ça sort? Comment tu vois ça pour que, parce qu'en fait, ce qui nous manque, c'est
entre 500 000 et 1 million d'agriculteurs, Oui. c'est beaucoup en fait. Donc ça demande tout un retour à la terre, en fait, un mouvement contraire à l'accumulation dans les villes, pour que des jeunes, deviennent agriculteurs, mais puissent en vivre, construire une famille, et puis soient heureux et ne pensent pas à se suicider. Alors, comment on fait? Eh ben, comment on fait? Comme les emplois agricoles, il y a l'équivalent de 800-850 000 équivalents temps plein salariés dans l'agriculture et il en manque. Il y a beaucoup de gens qui pourraient revenir à la terre. Moi, par exemple, financièrement, on ne peut pas prendre un ouvrier à plein temps, mais des gens comme moi, il y en a plein. Mon exploitation, on pourrait avoir un salarié à plein temps et on est nombreux comme ça. Et dans les fermes plus grandes, ça serait 2, d'autres c'est un à mi-temps. Un salarié, quand il va rentrer sur le marché du travail, souvent il démarre au SMIC, hein, parce qu'il fait son expérience dans l'exploitation. Et après, quand il est compétent, si on veut maintenir des gens et pas exploiter les travailleurs, on va dire dans une exploitation agricole, il est mensualisé, hein, il n'est pas comme à la chaîne, il ne fait pas 35 heures. Parce que dans une ferme, c'est pas des heures à la chaîne comme voilà. Donc souvent les gens font plus d'heures, mais on travaille. Le patron, c'est un petit patron, donc on est dans voilà. Bon, faudrait arriver à leur donner 2000-2002, net, les gens compétents. Parce que c'est quand même physique, je pense au maraîchage, je pense à ceux qui travaillent dans la vigne. Bon, pour leur donner 2000-2002. Parce que sinon, les 2000-2002, ils vont les trouver. Hein. Ils vont aller chez Vinci, ils vont aller chez Manitou, ils vont aller travailler dans d'autres groupes industriels où ils vont les avoir, même un peu mieux. Hein. Voilà. Eh bien là, le patron, lui, l'agriculteur, il ne peut pas gagner, on est 80% en dessous du SMIC brut. On ne peut pas rester 80% en dessous du SMIC brut. On gagne moins que nos salariés. Donc, si on veut dans une fourchette de 3 à 4 000 euros pour l'exploitant, il faut revenir, comme je l'ai dit, il faut reprendre la facturation, il faut des organisations de producteurs indépendantes par filière pour reprendre la main sur l'agroalimentaire. Il faut qu'on fasse notre facture. En faisant la facture, on gère les volumes. C'est ce qui existe au Canada. Ça a été fait par le père Trudeau sur la production laitière et sur la volaille. Ça n'a pas été validé sur la viande bovine parce que le grand groupe américain JBS, par les pressions qu'ils ont fait, le Canada n'a pas validé pour les producteurs de viande. Mais ça a été validé sur le lait et les volailles. Et ils gèrent les volumes. Et un producteur de lait au Canada a un niveau de vie moyen, un éleveur, c'est le niveau de vie d'un médecin, pour se comparer. Donc, il gagne sa vie. Ils gagnent sa vie et ils embauchent autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à reprendre la main sur notre facturation, alors que là, c'est l'agroalimentaire que la facturation. Donc, si on ramène de la rémunération, on aura des jeunes. Des jeunes viendront s'installer, parce que vivre à la campagne, ça a quand même beaucoup d'avantages par rapport aux grandes villes. J'étais mardi sur Paris, comme tu le sais, Georges, chez Michel Onfray, et vivre à Paris, nous qui sommes en pleine campagne, moi j'ai des hectares autour de moi, je suis tout seul, j'ai pas de bruit, j'ai pas de voiture, on a une qualité de vie qui est nettement supérieure à celle de la ville, mais à une condition, c'est de pouvoir en vivre. On peut pas accepter que des paysans aient 500-600 euros par mois ou 1000 euros par mois avec 80 heures semaine et un endettement à n'en plus finir. Et si on n'a pas de répartition de cette valeur ajoutée, on n'aura pas de jeunes. Et il faut refaire aussi des fermes à taille humaine. C'est-à-dire que l'avenir de la France, comme des autres pays européens, hein, ce n'est pas de faire des fermes de 1000 vaches ou de monter avec des gars qui ont 500-600 hectares. C'est pas là qu'est l'avenir. L'avenir, c'est de faire des fermes à taille humaine pour tenir les emplois sur les territoires. Parce qu'en fait, le piège de ce modèle néolibéral, de toujours plus, c'est qu'en réalité, plus on s'agrandit dans les fermes, plus on a d'animaux, plus on a d'hectares, pour essayer de se prélever 1000 euros, parce qu'on est beaucoup, ceux qui n'ont pas eu d'accident majeur, on est beaucoup autour de 1000 euros, entre 800 et 1200 euros sur une carrière. On est beaucoup autour de ça, 1000 euros de prélèvement. Bon, mais pour prélever ces 1000 euros, on produit 10, 15, moi je crois que je produis 25 fois plus que mon grand-père, je crois. 25 fois plus que mon grand-père, qui avait 5 vaches. Donc, tous ces gains de productivité, ils ont été dans la poche. Ben oui, ils ont été dans la poche de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Et c'est pour ça que chez Michel Onfray, entre autres, ils m'ont posé la question, est-ce que c'est pas de la faute aussi des Français?
C'est ce que c'est pas de la faute des consommateurs. Alors là, moi, je réponds non. Je dis, il faut que les consommateurs, quand c'est possible, rapprochez-vous des exploitations, allez acheter les produits dans les exploitations, dans les AMAP, mais après, moi, je ne veux pas culpabiliser les consommateurs, parce que vous achetez des produits transformés, déjà, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, c'est l'industrie agroalimentaire qui a fait sa petite popote, et si on augmente le prix demain, si Sarkozy l'avait fait, il faut s'en rappeler, quand il est arrivé, il avait demandé à la grande distribution de passer des hausses pour soutenir les filières agricoles. À chaque fois, et là c'est important ce que je vais vous dire, à chaque fois qu'il y a des hausses, à la grande distribution pour dire soutenons les agriculteurs, ils ont besoin d'être soutenus, faites un effort français, achetez, tant pis, essayez d'acheter plus cher, on va mettre 5 ou 10% de plus, il ne reviendra rien à nous. Rien. Il faut bien être conscient de ça. Ça va rester dans l'agroalimentaire. Il n'y a pas de ruissellement. C'est le même tableau que celui qui fait C'est qui le patron. C'est qui le patron, il a monté un business qui va lui rapporter à lui. Il récupère le business pour lui. Il va payer quelques centimes du litre de lait. Certains producteurs, je dis bien certains, il trie ses producteurs, qu'il va envoyer sur les plateaux télé, dire qu'ils sont bien rémunérés. C'est de la manœuvre et de la communication. Si vous voulez que les paysans gagnent leur vie, c'est pas facile ce que je vais vous dire, mais il faut descendre dans la ferme, acheter les produits dans la ferme. Là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de loup, qu'il n'y a pas des manœuvres comme C'est qui le patron, parce que C'est qui le patron, la réalité, c'est que c'est lui le patron. C'est lui qui va ramasser la marge. Le mec qui va sur les plateaux télé, Monsieur Chaban. C'est de la com, tout ça. C'est de la com. C'est un vrai problème. Dis-moi, quelque chose qui est très déplaisant pour toi, en parlant de médias, on vient d'apprendre que demain, chez notre ami Alexis, qu'on salue, sur son nouveau monde, il va recevoir Sébastien Béraud. Alexis comment? Alexis Poulain. Ah oui, d'accord. Il va recevoir Sébastien Béraud. Ouais. Est-ce que ça s'arrange ton affaire avec Sébastien Béraud ou on en est C'est la justice qui lui demandera des comptes et puis qui dira moi je suis pas à la place des juges. Il a fallu non mais c'est pour informer nos auditeurs parce que tout le monde n'est pas au courant et tout le monde n'est pas au courant. Crapuleux qui sont faits, quoi. Qui est au point où tu es obligé d'engager une procédure judiciaire. Il y a diffamation envers ma personne, Michel Bini, le coprésident du SAMU social agricole, le trésorier du SAMU social agricole et tout. Voilà. C'est les gens, on va pas, je vais pas m'étendre parce qu'on n'a pas le droit de parler d'une affaire en cours. Il va être convoqué. Alors c'est très long la justice, hein, sachant qu'attention, c'est des faits qui remontent à fin 2021-2022. C'est pas depuis qu'il est passé dans les médias. Hein. Parce que certains vont dire c'est un problème d'ego, machin, il est passé à CNews. Rien à voir. C'est bien antérieur à ça. Hein. Donc en gros, on a été accusé d'avoir détourné des fonds. D'accord ? Mais c'est écrit. Hein. C'est écrit et publié que le SAMU social, les membres du SAMU social ont détourné de l'argent. Donc nous, on a décidé de déposer plainte parce que faire du bénévolat, donner de son temps gratuitement et est accusé d'avoir détourné des fonds, il va monter les marches du tribunal de Toulouse et puis il va nous expliquer où on a détourné l'argent et puis il va nous envoyer les photos, les photocopies des relevés de comptes bancaires pour voir un peu l'argent qu'on a détourné. On va lui demander des comptes à ce monsieur. Hein. Donc, que des journalistes invitent encore des gens comme ça, je suis surpris. Je suis surpris parce qu'on a informé Philippot, Asselineau, tous ces gens-là, je suis surpris. Soit ils cherchent à faire le buzz et ils en ont rien à foutre de la ligne de conduite des gens, soit ça me déçoit, quoi. Oui, des fois, tu sais, parfois ils ne sont pas au courant, hein, juste. Donc, on va informer. Ok. Là, on a... Sachant qu'une parenthèse, ce monsieur Béraud était viré de sa laiterie, c'est le SAMU social, hein, en 2021, qui a fait reprendre la collecte laitière. D'accord ? Donc, il a été défendu. J'ai fait une erreur. Wood Armor me le précise. Il a été défendu par le SAMU social
Juste, j'ai fait une erreur, tu as précisé, j'ai confondu Poulain et Vidal apparemment, donc il passerait C'est Vidal. à Toxin chez Nicolas Vidal et pas chez Alexis Poulain. Excusez-moi Voilà. de Alors pourquoi l'erreur, mais j'étais trompé parce que quelqu'un m'a écrit ça sur le fil, que c'était donc chez ça, Alexis Poulain. Donc, mais ça change rien, on préviendra quand non, même non, non, Nicolas non, non, ça aussi. ne change rien. Donc ça, pour les gens, on attend la procédure. Les gens qui veulent les documents, parce qu'on peut dire c'est parole contre parole. Non, non. Nous, on a des documents écrits. Il y a un huissier de justice qui a remis des pièces chez lui. C'est pas peut-être, peut-être, il y a ci, peut-être. Non, c'est écrit, c'est enregistré, c'est mis dans les mains de la justice. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'attaque à nous? On n'en sait rien. Il ne s'attaque pas qu'à nous. Il s'est attaqué aux Gilets jaunes. Il suffit d'aller voir son parcours. Il est passé par tous les partis politiques, sauf Mélenchon. Donc, il suffit d'aller voir ce qu'il a fait avant. Pourquoi il fait ça? Moi, j'en sais rien. Il faut lui demander. Pourquoi il s'en prend aux autres? Parce que qu'on ait des désaccords, Georges, tu as des désaccords avec, tu as des opposants politiques, toi aussi, mais entre avoir des opposants politiques, un débat politique, et entre dire M. Grégoire ou M. Kuzmanovic a détourné de l'argent, je crois que là, il y a une petite marge de manœuvre. On a le droit de ne pas être d'accord. Moi, je n'irai pas dire que M. Zemmour ou que M. Gabriel Attal a détourné de l'argent. Je crois qu'il faut faire toute la nuance. Je suis en désaccord avec certains politiques, comme Emmanuel Macron, mais je n'irai pas faire une vidéo en disant Emmanuel Macron a détourné de l'argent voilà, dans son premier mandat. Il faut rester correct dans la vie. Exactement, c'est ce que je viens de dire dans le fil en répondant aux questions qui sont posées. Merci à Jean-Pierre Leroux de noter mon honnêteté, mais voilà, quand on fait une erreur, il faut tout de suite la reconnaître, surtout celle-là. Et puis aussi bien Nicolas Vidal que Alexis Poulain sont des amis, ils font un très bon travail. Voilà, nous, il faut que tout le monde puisse s'exprimer, il n'y a absolument aucun problème. Juste quand il y a des attaques ad hominem, Ah oui. dont on ne comprend pas très bien le sens, on peut se demander s'il n'y a pas derrière un intérêt quelconque politique, et c'est tout à fait autre chose. Donc, voilà, nous, on reste correct, on donne les avis de chacun, juste, voilà, on ne va pas se laisser marcher sur les pieds quand on se fait attaquer, surtout de manière parfaitement injuste, et en particulier quand il s'agit de gens formidables comme Philippe Grégoire. On arrive doucement vers sur les coups de midi. Qu'est-ce que comment tu vois la prochaine séquence salon de l'agriculture? L'année dernière, ça avait été un peu sportif, hein, encore, on l'a dit au début de notre entretien. Macron avait quand même dû s'enfermer pendant 4 ou 5 heures dans le salon 4, on y était. Tout était, il y avait des policiers partout, toutes les portes étaient fermées, et il est resté là, il n'a plus bougé, avec une forte pression des agriculteurs du salon de l'agriculture, qui sont, encore une fois, pas les plus pauvres, hein, mais ils étaient assez mécontents. Il y avait l'histoire des poulets ukrainiens, alors des poulets ukrainiens produits par une seule personne, une énorme multinationale avec des usines gigantesques, hein, c'est pas des petits producteurs ukrainiens, rappelons-le. Le blé ukrainien, il y avait la révolte des agriculteurs polonais, hongrois, bulgares, croates, enfin bon, avec des attaques de camions et de trains. Où on en est par rapport à cette situation et alors ça c'est par rapport à l'Ukraine, puis maintenant il y a la Moldavie. À quoi on peut s'attendre pour le prochain salon de l'agriculture? Est-ce que tu penses que ça va bousculer un peu ça va ruer dans les brancards? Non, moi je pense pas parce que les grands médias ils mettent beaucoup en avant la FNSEA et ils vont tenir avec des slogans, le slogan des normes, le slogan du Mercosur. Ils mettent des slogans comme là ils ont mis 2 slogans, les normes, le Mercosur. Ils en trouveront peut-être un autre au moment du. Et avec ça, il arrive à manipuler l'opinion et à tenir les paysans. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Et la vraie solution, c'est de reprendre notre facturation, d'avoir des organisations indépendantes, ne pas être attaché à nos coopératives. Comme on est attaché à nos coopératives, la solution, elle est chez nous, entre nous les paysans. Et d'ailleurs, Macron, qui n'a rien fait pour les agriculteurs, avait lancé une petite fléchette envers la profession agricole au discours de Rungis. Là-dessus, il avait raison, ça n'a pas été suivi des faits. Il avait dit, nous n'avons pas forcément vocation à exporter des produits agricoles à travers le monde. Il a dit restructurez-vous, ça c'était un coup de pied à la FNSEA, il faut vous restructurer
et voir quels sont les produits valorisants, où on est capable de gagner de l'argent, mais c'est pas toujours une bonne idée de produire pour exporter. Il avait mis ça dans le panier de la FNSEA. Hein. Ça, c'était dans les débuts qu'il était arrivé. Bon, ça n'a pas été suivi des faits, mais on sait très bien qu'il y a une partie du problème qui est agricolo-agricole, qui est propre à la profession, puisque le problème du syndicat, c'est qu'en fait, c'est plus un syndicat agricole, la FNSEA, c'est un syndicat agroalimentaire, puisqu'ils sont installés à travers le monde avec toutes les plateformes du groupe Unigrain, Avril et Invigo. C'est pour ça que pour les prochaines élections agricoles, Chambre d'agriculture de janvier, moi je suis indépendant, comme tu le sais Georges, puisque je travaille qu'avec République Souveraine, et le SAMU social agricole, mes collègues qui vivent sans subvention, parce qu'on n'a que des dons. Hein. Donc nous, comme on est indépendant, on ne donne pas de consigne de vote. Ce qu'on dit simplement, c'est de faire barrage à la FNSEA, et après, libre choix aux gens de voter pour la coordination rurale, la Confédération paysanne ou le MODEF, puisqu'il existe 3 syndicats. Et il faudrait qu'ils demandent la proportionnelle intégrale, les syndicats, pour être mieux représentés. Parce que le problème, c'est que c'est le scrutin majoritaire. Celui qui arrive en tête, il a 50% des sièges, et il a encore le pourcentage sur les sièges restants. Donc ça défavorise la coordination rurale, la Confédération paysanne et le MODEF. C'est les pleins pouvoirs pour celui qui arrive en tête. C'est bien fait, hein. C'est bien fait, je disais. Pardon, j'ai le micro qui était coupé. C'est bien fait. Et donc c'est un syndicat d'agroalimentaire. Alors, parmi les mesures, ce que je vous ai dit, c'est ça. Hein, c'est oui, non, pardon. Ouais. C'est de revenir au maximum dans les fermes sur les projets qui vont être développés par les élus, hein, les PAT, hein, les projets alimentaires territoriaux. Il faut que les consommateurs essayent, quand c'est possible, de revenir dans nos exploitations. C'est là qu'on va garder notre marge. Où c'est compliqué, c'est quand il faut passer par des outils de transformation, parce que je vois dans les commentaires, et les gens nous disent faites vos fromages, faites vos yaourts. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas faire ses fromages et ses yaourts, parce que ça nécessite un investissement de départ, et quand il faut transformer les produits, d'où l'intérêt, c'est commencer. Il y a certains élus qui vont aider à monter des petits outils de transformation, soit des petits abattoirs ou des petites laiteries, à l'échelon d'un canton ou d'une com-com. Et là, on pourrait transformer nos produits et les mettre dans les restaurations collectives pour contourner l'agroalimentaire. Et côté Ukraine et autres agriculteurs, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis toujours, c'est que les accords de libre-échange, en fait, ne profitent pas aux petits agriculteurs des pays, ça profite à l'industrie agroalimentaire des autres pays, par exemple du Brésil, mais de l'Argentine, et pas leurs petits agriculteurs qui, eux, continuent à pas être bien, voire à se paupériser. Également, tu nous as dit les liens que tu as, et c'est notre approche à nous aussi. On n'est pas des nationalistes fermés sur nous-mêmes. Tu as des liens avec les Italiens, avec d'autres agriculteurs. Tu parlais des Italiens tout à l'heure qui arrivent à tirer, les laitiers qui arrivent à tirer un peu mieux pour des raisons propres à l'Italie, du revenu. Qu'est-ce qu'il en est, je te demandais tout à l'heure, de la révolte eh bien, des agriculteurs d'Europe de l'Est, qui a été quand même assez puissante il y a 7-8 mois. Eh bien, c'est intéressant parce que justement, ta question, les agriculteurs de l'Europe de l'Est, avec le conflit en Ukraine, l'histoire des céréales, qu'est-ce qu'ont fait les pays d'Europe de l'Est? Eh bien, ils ont eu le réflexe de ce que nous, on appelle la charte de La Havane. Je te coupe, regarde le truc que j'ai mis là, juste pour te faire plaisir, ça te fera ta journée. Oui. De Frédéric Leduc, je réécouterai Philippe Grégoire, cette intervention est fondamentale. Voilà. Je te laisse continuer, pardon. Oui, t'inquiète pas, il y a rien de mal, Georges. C'est fondamental, oui. Pourquoi? Parce que ils ont fait de la charte de La Havane de façon indirecte, l'Europe de l'Est, avec les blés ukrainiens. Hein, la théorie de Ricardo des avantages comparatifs, le moins-disant social. Sachez que dans le monde, je connais un agriculteur qui livre ses bananes sur une barque, hein, et il est au bord d'une rivière, 2 € les 100 kilos. Donc, qui dit mieux? Qui est capable de produire à 2 € les 100 kilos
Bon, voilà. Et lui, il vit sous une toile de tente, hein, on est d'accord. Il n'a pas la cuisine incorporée, ni le salon aménagé avec la salle de bain, hein, d'accord. Donc, pour en revenir à ce que je dis, ils ont fait de la charte de la Havane. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas des blés ukrainiens. Ils ont fait du protectionnisme, parce qu'ils ont bien compris que s'il ouvrait les vannes au blé ukrainien, qu'effondrait les prix, il allait tuer les producteurs. Alors, il y avait la Pologne de mémoire, il y avait la Hongrie, il y avait 4 pays qui les ont refusés. Il y a eu un bras de fer. Il y avait les Bulgares, il y avait les Croates aussi. Les Croates ont refusé. C'est ça, Croates, Bulgares, Hongrie, c'est sûr, et Pologne. Mais ils sont passés, oui, polonais. Mais ils sont passés où d'ailleurs, les blés, là? Parce qu'ils sont bien arrivés quelque part. Ah ben, ils les ont pas laissés rentrer chez eux. Alors ils ont dû aller parce que le marché du Moyen-Orient, tout ce qui est Égypte, tout ça, Algérie, Tunisie, c'est beaucoup la Russie et l'Ukraine, hein, qui prennent ces marchés-là. Parce qu'en fait, l'Ukraine, nous, on a 30 millions d'hectares à peu près. On en cultive que 27. Mais dans les 27 millions d'hectares à la PAC, on a beaucoup de prairies. Contrairement à ce qu'on peut croire, quand on dit l'Ukraine c'est le grenier du monde, c'est pas le grenier du monde parce qu'ils ont 42 millions d'hectares. Ils n'ont pas forcément beaucoup plus d'hectares que nous. Sauf que tout est potentiellement, tout est cultivable. C'est des terres à haut potentiel. Donc ils ont 42 millions d'hectares à haut potentiel. Mais au niveau mondial, le commerce international, il est fait par une dizaine de grands pays qui ont vocation à exporter de façon régulière, hein, que sont les États-Unis, que sont la Russie. C'est tous ces grands pays-là qui ont plus de 220 millions d'hectares qui exportent de façon régulière, et c'est eux qui sonnent le la sur les marchés avec la cotation à la bourse de Chicago. Et c'est le fait de ces échanges, parce qu'en fait, le problème de ce modèle mondialisé, c'est que les pays qui exportent, la Nouvelle-Zélande hein, en font partie, hein, les pays qui exportent comme ça des produits, les surplus souvent, hein, dans le monde, ça sert de référence à l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que des gens qui vont exporter de la poudre de lait ou autre, en France ou en Italie, l'industrie agroalimentaire qui est dans nos pays, les Lactalis, les coopératives, ils vont dire, bah, comme on peut avoir une poudre de lait venant de Nouvelle-Zélande ou de Chine à tel prix, nous les gars, on ne peut pas vous payer le lait au-dessus de ce niveau-là. On peut pas parce que sinon, on ferme notre entreprise. Donc, le problème, ce n'est pas tant les volumes, mais c'est le fait que quelqu'un est capable de produire un moins cher, ça sonne le la sur le marché et ça met en esclavage les paysans à travers le monde. Alors, tu as, pour finir, parce qu'il est 12h05, rapidement, tu as parlé du marché des céréales de Chicago. Tu as dû entendre cette énorme annonce qui a été faite en marge du sommet des BRICS à Kazan, où nous étions. Et d'ailleurs, je salue ceux qui nous ont demandé qu'on couvre le mieux possible le sommet du G20 à Rio. Donc c'est bien ce qu'on va faire et on va poser des questions qui fâchent et aussi voir les acteurs locaux. Mais donc je disais au sommet de Kazan, il y a eu l'annonce que allait se faire un marché parallèle des BRICS sur les céréales, les diamants, les métaux. Bon, pour les diamants et les métaux, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, mais sur les céréales, c'est un énorme... En fait, c'est une annonce absolument colossale, parce que tout le pouvoir, de facto, était détenu à Chicago par les Américains et les Canadiens. Et là, en gros, 55% de l'humanité dit, bon, bah, on va passer par d'autres canaux. Et vu la taille de certains des producteurs comme la Russie, ça va avoir un effet considérable. Comment, toi, tu te positionnes par rapport à ça? Ah ben nous la France, il faut qu'on reprenne notre souveraineté. Si on n'est pas capable de se mettre d'accord avec un groupe de pays, si l'Union européenne reste dans la stratégie qu'on est là, par rapport aux BRICS, on va appauvrir les agriculteurs européens d'une façon générale. Il y a 866 millions de paysans dans le monde. Les paysans font partie des populations les plus pauvres.
beaucoup des gens pauvres sont des paysans, hein, bien sûr, l'Afrique, mais l'Inde, tout ça. Donc, si le modèle, il faut qu'on ait un modèle de souveraineté, ça paraît logique. Chaque État défend son. D'ailleurs, je précise qu'au Moyen-Orient, tous les pays sont en train d'essayer de reprendre leur souveraineté alimentaire, hein. Les gouvernements développent des stratégies économiques pour essayer de reprendre leur autonomie en fruits et légumes et tout. Il y a des réflexes à travers le monde d'essayer de conserver un minimum d'agriculteurs pour pas trop être dépendants de l'extérieur. Et après, ils sont moins imbéciles que nos dirigeants européens, hein, on va dire. oui, parce que nous, on part du principe de la théorie de Ricardo que si on peut trouver du lait, des poulets, des cochons à moins cher dans le monde, faut mieux les importer et faut mieux faire travailler le groupe Vinci, Bouygues, les voitures allemandes et qu'au bout du bout, on est gagnant. Ça, c'est faux. Et ce que tu viens de dire est fondamental pour que ce soit clair pour tous ceux qui ne comprendraient pas ce que vient de dire Philippe. C'est ce qui s'est passé avec les médicaments et les masques au moment de la crise Covid. On a des dirigeants français et européens qui se sont dit bon, il n'y a pas de problème, ça va être sur les marchés, on a plein d'argent, on va en acheter, sauf quand tout le monde en a besoin et que ça devient une question de survie, et la nourriture, ça sera encore plus une question de survie que des problèmes sanitaires. Il n'y aura pas de pitié, hein, mais chacun va faire en sorte de nourrir sa population. Donc, imaginez qu'on va toujours pouvoir aller acheter quelque chose parce qu'on a un bon secteur financier, c'est vraiment très, 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 non seulement bête, mais dangereux pour le pays. Alors, c'est très dangereux parce que l'alimentation, l'arme alimentaire, ben, c'est la sécurité des populations quand même, hein, puis l'entretien des territoires. Et c'est bien le mode de commerce qui nous détruit. Au-delà de ce qu'il faut qu'on remette en place, la souveraineté, comme je vous l'ai dit, à l'échelon des territoires, c'est quand même logique demain que dans les restaurations collectives, les EHPAD et les cantines, il est quand même logique qu'on revienne à des produits locaux. Ça, il faut qu'on le mette en place rapidement. N'importe quel gouvernement aurait déjà dû le faire. Mettre des produits locaux, bio et conventionnels, et de ne pas prendre de la nourriture transformée qui vient d'Allemagne ou même de nos voisins, d'Italie. Consommons français, ça c'est le premier point. Et après, sur les règles, sur le mode, c'est le mode du commerce international qui nous détruit. Puisque moi, j'avais fait la comparaison des chiffres, puisque beaucoup prennent en exemple le modèle allemand, Zemmour et d'autres, hein. Les républicains prennent en exemple le modèle allemand, la politique de l'offre, de l'exportation. Si on ramène au nombre d'habitants et qu'on compare les chômeurs en Allemagne et en France à catégorie égale, au plus fort de l'Allemagne, lorsqu'il était à plus de 200 milliards d'euros de balance commerciale positive, il n'y avait que 220 000 écarts, 220 000 chômeurs de différence, en ramené au nombre d'habitants, entre nous et l'Allemagne. Donc ça veut bien dire que l'exportation à tout va, ça ne paye pas. Parce que si ça payait tant que ça, l'écart il serait plus grand au niveau du chômage. Deuxième point, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des travailleurs pauvres. 5 millions de travailleurs allemands, venant principalement des pays de l'Est, travaillent dans les abattoirs à 500 € par mois. Donc, est-ce que le modèle de demain, on veut des salariés pauvres pour exporter à travers le monde, pour essayer de concurrencer mon copain là, en Amérique du Sud, qui vend les bananes 2 € les 100 kilos? Non, mais c'est une folie. C'est une folie. On est en train de se détruire entre nous. On se détruit entre nous. Je vais ajouter un truc important, Georges. Le Mercosur, puisqu'ils vont faire diversion avec le Mercosur, alors qu'il y a des Mercosur, on en a eu plein avant. Le Mercosur, parce que pour moi, ils vont le signer. Mais qui dit Mercosur, c'est intéressant ça, c'est comme la Nouvelle-Zélande, ce que je vais vous dire. Les agriculteurs là-bas, qui vont envoyer de la viande bovine chez nous, bon déjà, ils sont nourris, les animaux, par la société du groupe Avril quand même, qui appartient à Arnaud Rousseau. Donc déjà, conflit d'intérêts, bon bref. Mais les agriculteurs là-bas... Arnaud Rousseau, patron de la FNSEA. Pour ceux patron de la FNSEA, patron du groupe Avril, a une société qui fabrique les aliments là-bas en Amérique du Sud. Donc ils sont nourris par sa société. Et en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, il y a une compagnie aérienne du groupe Invivo qui vend du vin dans les avions. Mais appelez, je l'ai fait moi, appelez les agriculteurs en Nouvelle-Zélande dans ces pays-là. Eux, ils ne gagnent pas leur vie. On se détruit entre nous. On va importer des produits du Mercosur. Alors, bien sûr, ça va rapporter à ceux qui font le commerce. Ça, on est d'accord. Ça va rapporter à quelques personnes. Ça, c'est sûr. Bon. Mais les agriculteurs entre nous, on se plume entre nous. Mais ceux qui vont nous prendre la place ne vont pas gagner leur vie.
Alors, un truc important qu'il ne faut pas que j'oublie, depuis la guerre en Ukraine, 50% des sociétés de courtage du commerce agricole dans le monde sont contrôlées par des sociétés anglo-américaines. Donc c'est bien la financiarisation de notre économie qui se met en place dans tous les secteurs d'activité, qui a détruit l'industrie. Georges, l'histoire des vaccins, tu la connais. Il faut savoir que dans le monde, l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie la plus puissante au monde, mais l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire au niveau mondial, c'est 8400 milliards de dollars de valeur ajoutée. L'industrie agroalimentaire, par définition, pratiquement tous les jours, on doit manger 3 fois par jour, à part en Afrique, où tout le monde ne mange pas à sa faim. Mais c'est un business énorme, l'agroalimentaire. Énorme, 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 énorme. Mais ce n'est pas un business pour celui qui produit. Sauf, il faut le reconnaître, si je veux être très juste, si vous arrivez à faire vos fromages et vos yaourts, ou si vous faites votre vin, vous le vinifiez, vous vendez les bouteilles vous-même au détail, là, c'est vrai que ça tire la rémunération vers le haut. Si on veut être honnête, ceux qui arrivent à passer directement en circuit direct ont tiré leur épingle du jeu. Ça, il faut le reconnaître. Eh bien, merci Philippe Grégoire, merci beaucoup. Il est 12h15 bientôt, on va arrêter l'antenne là. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, toutes tes précisions, tous les commentaires. Je vois Courriel dans le fil qui dit « Bonjour, l'invité a-t-il un avis sur la sécurité sociale de l'alimentation ?» Il a un avis, mais c'est un sujet qu'on va aborder spécifiquement, et d'ailleurs même pour ceux qui suivent République Souveraine, ceux que ça intéresse d'avoir une activité politique liée à tout ce que l'on fait, peuvent aller voir la page de République Souveraine, et pour certains, pourquoi pas, nous suivre République Souveraine et ou s'y engager, mais on va faire une série de formations internes sur ce sujet, sur la sécurité sociale alimentaire, sur ce que cela implique, comment ça peut se mettre en place, sérieusement, quelles sont les options réelles. Et ce n'est pas un sujet qu'on peut faire en 2 minutes, là, à la non, pas en 2 minutes, mais c'est une très bonne idée, parce que ça vient se marier avec les PAT. C'est une très bonne idée. Et bien évidemment, Philippe Grégoire, qui a une très bonne idée sur le sujet, sera un des acteurs de ces formations, de ces débats, de ces colloques, et on en fera évidemment un sujet spécifique pour Fréquence Populaire. Et s'ils veulent plus d'infos, ils viennent sur Philippe est dans le pré. Voilà, Philippe est dans le pré. Vous pouvez aller voir Philippe est dans le pré et vous abonner. Alors, je vous demande à ceux qui sont là, qui nous écoutent ou qui nous écouteront, si vous n'êtes pas encore abonnés, ça ne coûte pas grand-chose, ça vous permet d'être informé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur notre fil Telegram, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux que vous préférez, mais on a vraiment une bonne petite préférence, nous, parce que ça nous permet de grandir sur Telegram et sur YouTube. Ceci étant dit, nous allons nous finaliser la préparatif pour le sommet du G20. On vous donne rendez-vous demain depuis l'avion. On va faire un petit topo sur ce qu'on va faire là-bas. Et bien très très vite, depuis Rio de Janeiro, où il fait très chaud et il pleut beaucoup apparemment. Donc ça va être coton pour les costumes et pour avoir l'air présentable. On va voir comment on va se débrouiller. Merci à tous. Il est chaud et il pleut. Voilà, c'est ce que je dis. Ça va être très intéressant que vous soyez présents là-bas parce qu'il y a les sujets agricoles et on pourra réchanger en visio par rapport aux enjeux agricoles, justement. Voilà. Merci Philippe pour ton analyse très pertinente, nous écrit Sandy. Christian Labo écrit très pédagogique, comme toujours. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.